Alors, le premier cas, je vous présenterai 3 cas de 3 différentes lésions des tissus mous de la portion distale de l'antérieur. Et donc, ce premier cas, c'est un poney de 9 ans qui fait du jumping, qui m'a été référé par un collègue et qui présente une boiterie de l'antérieur gauche de 2 degrés sur 5. Et le diagnostic qui a été fait était d'une inflammation chronique du ligament accessoire du flexeur profond. Donc ça, c'était son antérieur gauche sur votre gauche, ici, avec une très, très belle image, enfin, ou surtout une belle comparaison de dimensions presque doublées. Le protocole qui a été suivi dans ce cas par les chevaux a été standardisé. Donc, le poney, il a fait de l'exercice contrôlé, des exercices de mobilisation dynamique et évidemment la thérapie laser. Le protocole de thérapie laser qui a été utilisé a été de 15 applications totales qui se sont déroulées en fait avec 3 applications par semaine pendant les 2 premières semaines, ensuite 2 applications par semaine les 4 semaines successives et enfin une application par semaine pendant les 2 dernières semaines. Et ça, c'est l'écho du cheval, enfin du poney, à la fin de ces 15 applications, donc à la fin de 8 semaines de traitement. Et comme vous voyez, en fait, le ligament accessoire du flexeur profond s'est notablement réduit et est redevenu à peu près de la même dimension, voire de meilleure qualité par rapport à celui de l'antérieur droit. Donc ici, vous avez toujours l'antérieur gauche de ce côté-ci et l'antérieur droit de cet autre côté. Le cas suivant est un cas d'un cheval de dressage de 6 ans qui a un diagnostic de tendinite chronique du flexeur superficiel suite à en fait de multiples récidives d'une lésion originaire. Donc, il se colle son problème de tendinite depuis quelque temps. Les images ne sont pas dramatiques en fait, mais sans doute il y avait un problème et l'objectif de ce traitement était surtout de faire en sorte que le tendon guérisse de la façon la plus parfaite possible pour éviter de devoir faire face à une nouvelle récidive. Le protocole a été, dans ce cas-là encore, exercice contrôlé et mobilisation dynamique. Ce cheval a fait en plus de la rééducation proprioceptive parce que c'était nécessaire pour son problème et enfin la thérapie laser. Le laser, il en a eu 20 applications avec le protocole suivant, 3 par semaine les 2 premières semaines et ensuite 2 fois par semaine pendant 7 semaines. Et ça, c'est ce qui en est de son tendon à la fin de ces 9 semaines de traitement. Donc, c'est pratiquement revenu à la normalité, quoique je peux vous dire, en fait, malheureusement, ce cheval a récidivé à nouveau et on a découvert pourquoi. La lésion remonte bien plus haut que simplement son tendon flexeur superficiel. Et donc, voilà. Et enfin, le dernier cas que je vous présente, qui est une jument de 5 ans, toujours dressage, qui présente une boiterie aiguë de l'antérieur droit de 3 degrés sur 5 et qui a un diagnostic de desmite insertionnel aigu du ligament suspenseur. Ça, c'est l'image. Donc, ça, c'est, excusez-moi, la boiterie est de l'antérieur droit et ici, c'est l'antérieur droit et pas le gauche. Et donc, il y a une lésion. La thérapie laser qui a été utilisée est de 3 applications par semaine. Enfin, c'est la même que le poney, donc 15 applications, 3 par semaine pendant 2 semaines, puis 2 par semaine pendant 4, et enfin, 1 fois par semaine pendant 2 semaines. J'aime beaucoup ce protocole qui va en décroissant, c'est-à-dire que de cette façon, on peut continuer à suivre l'animal pendant
aussi la phase de début de reprise de l'activité montée la plupart des fois. Et voilà nos images. Donc, sur votre gauche, c'est l'antérieur droit dans ce cas-là, et sur votre droite, c'est l'antérieur gauche. Excusez-moi pour les images qui ont été un peu mixées dans ce cas-ci. Alors, quelles sont les réelles applications cliniques de la thérapie laser? Tout d'abord, ce sera très dépendant du type de laser que vous aurez à disposition. Parce que le type de source et la profondeur de pénétration auront une influence importante sur les pathologies que vous pouvez aller traiter. Alors, c'est clair que tendinite et desmite, en tant que situation plutôt superficielle, peuvent être traitées de différentes manières et ne nécessitent probablement pas de puissance de pic importante parce qu'il n'y a pas de nécessité de pénétration, de profondeur de pénétration importante. Mais par contre, on sait que les tendons et les ligaments sont très sensibles au changement de température. D'ailleurs, ça fait partie même du mécanisme pathogénétique du développement des lésions. Donc, le fait de pouvoir utiliser des sources qui transmettent des importantes densités énergétiques sans risquer de provoquer des importants changements de température, ça va être assez fondamental. Les pathologies musculaires, qu'elles soient traumatiques ou chroniques, peuvent être traitées avec le laser. Les pathologies articulaires, et sur ça, il est très intéressant de pouvoir traiter avec des lasers qui aient une puissance de pénétration suffisante, aussi les facettes vertébrales. Parce que c'est clair, on sait que maintenant, il y a de plus en plus de diagnostics d'arthropathie, en particulier des facettes vertébrales, et qui sont des causes importantes de réduction de la performance. Donc, savoir de pouvoir traiter ça aussi avec le laser ou avec le laser, c'est tout. Ça dépend de notre décision. C'est assez intéressant. On peut traiter les fractures, on peut traiter les blessures ou en cas d'infection, il faudra faire un peu attention parce que c'est vrai qu'on attribue au laser parfois une certaine capacité antibactérienne, mais ce n'est pas toujours comme ça. Donc, il faut faire attention. Et les pathologies cutanées, en particulier, je pense aux sarcoïdes, et je vous cite un article qui a été publié en médecine humaine pour le traitement de la sarcoïdose cutanée avec le laser. Et enfin, évidemment, l'utilisation du laser quand cela est possible parce qu'il faut un applicateur particulier sur les points d'acupuncture. Si vous voulez plus d'informations sur le laser, évidemment, mhv.care, c'est le site d'Emmanuel et donc ils sont du référent pour le Lumix CPS pour la France. Si vous avez des questions, par contre, sur les protocoles de rééducation, je vous suggère d'aller donner un petit coup d'œil au programme de certification disponible sur le site de Animal Rehab Institute. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et j'ai vu qu'il y a eu un certain nombre de questions qui ont été envoyées sur la chat, donc je me transfère par là. Voilà. Voilà, Emmanuel, on y est. Oh, maintenant je peux parler. Merci beaucoup. Maintenant, je peux me taire alors. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup pour cet enrichissement sur la thérapie laser, ses fonctionnalités biologiques et ses cas cliniques, donc sa pratique au quotidien. Nous avons bien compris l'intérêt de cette combinaison entre les CV et les PV, entre les continus et les pulsés. Bien noter la différence entre
un continu fractionné, souvent appelé proprement pulsé, mais la vraie différence du pulsé où il y a une puissance de pointe très importante, une puissance de pointe qui garantit une certaine profondeur sans avoir des effets thermiques certaines fois non adaptés en conséquence. Donc, tout l'effet biologique de la superpulsation avec la photobiostimulation, la photobiomodulation et tout ce qui va avec. Donc, merci beaucoup encore. Julien à la régie. Julien, il a disparu. Non, il est là, il est là. Il y a une question de Laurent Graal. Intérêt sur le syndrome du canal carpien pour le laser? Oui, bien sûr. Alors, en particulier, c'est intéressant parce que le deuxième cas que j'ai présenté, qui était une tendinite en fait chronique du flexeur superficiel, il s'avère que sur la énième récidive, il y a eu en fait un diagnostic exactement de syndrome du canal carpien. Sur le cheval, hein, je parle, c'est-à-dire évidemment. Et, parce qu'il y a un syndrome du canal carpien en humaine, alors on ne sait jamais. Et donc, c'est clair qu'il y a sans doute une grande efficacité thérapeutique. Je me permets de dire qu'en fait, il faut aussi se mettre à l'abri de la possibilité qu'il y ait la nécessité d'intervenir aussi de façon chirurgicale avant d'y mettre du laser. C'est-à-dire qu'on sait que souvent, il y a des problèmes de restriction en particulier ou excusez-moi parce que maintenant j'ai toute la terminologie anglaise qui vient, alors j'essaie de faire la traduction. Les spikes, non, il y a des osteospikes qui souvent sont pris en considération dans le syndrome du canal carpien du cheval. Et il faut être sûr qu'il n'y ait pas besoin c'est pas la même chose qu'en humaine où il y a seulement la constriction, Emmanuel. C'est pour ça que je vois ton expression. Il y a la possibilité qu'il y ait des ostéophytes ou des lésions osseuses qui causent le problème. Et donc, évidemment, il faut intervenir éventuellement de façon chirurgicale avant d'intervenir avec le laser. Le laser sera sans doute fondamental dans la partie de biostimulation pour la régénération des tissus. Ont été jamais testés, je continue sur cette question, ont été jamais testés des ondes de dépression focalisées sur cette pathologie de moment que sont des ostéophytoses. Est-ce qu'avec des ultrasons à haute puissance ont déjà été testés si on peut avoir le même effet des ondes de choc pour aller enlever cette ostéophytose qui sont poussées, donc éviter l'intervention? En fait, alors, ça peut arriver alors, les ondes de choc et les ultrasons à haute puissance sont excellents dans les pathologies insertionnelles, par exemple, dans les desmites insertionnelles. Dans le cas des ostéophytoses, elles ont été utilisées. En fait, c'est un type de traitement qui est aussi envisagé, évidemment. Moi, je pense que dans beaucoup de pathologies, on a la possibilité d'utiliser l'une ou l'autre technologie. Alors, par exemple, moi, j'ai traité une desmite insertionnelle avec le laser, ça a très bien fonctionné. C'est clair que la plupart du temps, on dit que c'est pathologie qui aurait comme thérapie d'élection l'onde de choc. À mon avis, il faut un peu faire avec ce qu'on a à disposition. Alors, c'est clair que si on a à disposition 4 ou 5 instruments différents, on choisit celui qui est le plus efficace, le plus rapide ou le plus rémunératif parfois aussi. Si ensuite on ne peut pas tout avoir, et en général on n'a pas tout,
on essaie de faire au mieux qu'on peut avec de toute façon une excellente technologie si on parle du laser dont on vient de discuter. Il y a une petite interférence sonore. Pardon? Il y a une petite interférence sonore, je ne sais pas. Une petite interférence. Probablement, c'est mon téléphone qui est en train de Fumer. Ouais. Voilà. C'est mieux? Allô? C'est mieux? Parfait. Voilà. Donc, c'était mon téléphone. Et donc, voilà. Et oui, c'est-à-dire que c'est clair que les ondes de choc probablement sont très utiles aussi dans ces cas-là. Il faut toujours voir parce que le problème avec certains types de pathologies osseuses, c'est essayer de comprendre si effectivement l'utilisation de l'onde de choc, elle va améliorer la situation ou si s'il n'y a pas le risque qu'elle la rende plus compliquée. Il y a un complément de question de la part de Laurent Graal sur cette première question. C'est il faut tondre, bien sûr. Quel protocole? Il y a, alors je suis désolé si si je le dis pas comme il faut parce que je ne suis pas vétérinaire. Il y a un hostie, mais pas de chirurgie prévue, ostéophyte, pas Ostéophyte. ostéophyte, pas hostie. Ça vous parle? Ok, donc c'est la suite de la réponse. Ouais. C'est-à-dire, c'est la suite de la question du cas en particulier du syndrome du Carpien. carpien. Oui, excusez-moi. Alors, s'il y a un ostéophyte, mais pas de chirurgie prévue parce que l'ostéophyte, il n'est pas énorme, à mon avis, le laser, ça peut très, très bien fonctionner parce que ça aura un effet anti-inflammatoire qui va aussi réduire le... Parce que l'ostéophyte, évidemment, c'est une réaction inflammatoire à une stimulation mécanique de de la alors du superior check ligament, donc du ligament accessoire euh, du flexeur superficiel dans ce cas-là. Sur le, sur l'os, si on réussit à réduire l'inflammation et porter à la pathologie. C'est un peu ce que je... c'est vrai que c'est très important d'utiliser le laser, les ondes de choc, les ultrasons, tout ce que vous voulez, mais la partie la plus importante en absolu d'une bonne rééducation, c'est qu'il y a un problème de ferrure ou des trucs de ce genre-là, c'est absolument impossible de le remettre en place avec quoi que ce soit laser, que ce soit onde de choc, que ce soit ultrason. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas une cause physique ou biomécanique d'un problème. Donc voilà. Alors, j'étais en train d'essayer de voir les questions, si elles sont dans la chat, parce que parfois, c'est plus simple de les lire, non seulement de les écouter. Il y avait une question sur la gingivite du chat. Ok, la question sur la gingivite du chat, je suis désolée de ne pas avoir de cas, disons, ou mieux, d'expérience personnelle à donner. Je sais, j'ai lu qu'il y a une excellente efficacité du laser sur le traitement des gingivites, mais je pense que la question pourrait être tournée à un spécialiste de petits animaux qui utilisent beaucoup le laser. Je pense que Emmanuel pourrait réussir probablement à... Aujourd'hui, on a des très bons résultats sous la gingivite. Et souvent, là où il n'y a pas de résultats, on voit que c'est l'origine de la gingivite qui peut donner un différent résultat positif ou pas. On voit que les différentes origines, il peut incider sur l'efficacité et sur l'effet du laser.
Euh, il y a d'autres questions? Je n'ai pas vu Julien? d'autres questions dans le chat. C'était les deux questions principales. Ok. Alors, soit j'ai été très claire, soit tout le monde s'est endormi. Il y a deux possibilités. Vous avez été très clair. Mon avis était très clair. Est-ce qu'il y a des autres questions? Prenez l'occasion. Dans les cas contraires, merci. Éventuellement, s'il devait y avoir, Emmanuel, des questions qui sortent après, ou vous pouvez me les faire avoir à travers notre contact, de façon à ce que, si je peux donner des réponses par écrit, en quelque sorte. Enfin, ça Merci. peut toujours venir en deuxième. Bien battu. Ouais. Très bien. Bon, il n'y a plus de questions. Je présume que les webinaires étaient très clairs. Merci encore. Merci de la participation à tout le monde. Et on se verra ici pour les prochains webinaires. Merci à tous. Passez un agréable après-midi. Ah, il y a un nouveau message qui arrive là. Ah. Non, ok. C'était juste du merci et du au revoir. Très bien. Merci beaucoup. Super. Alors, bon après-midi à tout le monde. Au revoir. Au revoir.